Ça c'est Carol, seule dans une rame de métro. Dans celle d'à côté, tout type de personnes font juste n'importe quoi et c'est pas vraiment une hallucination. Dans quelques mois, la Terre ne sera plus qu'un lointain souvenir et ces gens sont bien déterminés à passer leur dernier moment de vie à faire tout ce qu'ils veulent. Mais Carol est différente. Cette série c'est Carol and the End of the World. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi à découvrir comment l'humanité réagit face à une telle catastrophe, mais aussi le poids que cela peut représenter. Attention, ça va spoiler. Bon, il se pourrait que je vous ai un peu menti. Carol était en réalité en train de rêver, mais la Terre est bel et bien sur le point d'être détruite. Une sorte de soleil se dirige droit vers notre planète bleue, certains paniquent, d'autres se tournent vers la foi pour trouver un sens à tout ça. Mais la majorité des gens utilisent le temps qu'il leur reste pour accomplir leurs rêves les plus fous. Mais Carol, elle, attend, seule, continuant une routine qui la rassure, s'accrochant au peu d'ordre qu'il reste encore dans cette société. Genre là, elle se préoccupe d'un détartrage, alors qu'il ne reste à l'humanité que 7 mois et 12 jours. Elle se dirige vers ses parents Pauline et Bernard, qui sont d'ailleurs nudistes, et à vrai dire, c'est loin d'être les seuls. À quoi bon se soucier du regard des autres s'il n'a plus de réelle importance? D'ailleurs, Elena, la sœur de Carol, est en plein saut en parachute. Et pour profiter de la vie, là, elle profite. En fait, on dirait l'opposé de Carol. Elle est extravertie, n'a pas peur de se lancer, et possède une joie de vivre juste folle. Sinon, pendant le repas, ses parents s'inquiètent de savoir ce que fait Carol de ses journées, de peur de voir la réaction de ses parents, et leur jugement, elle leur fait croire qu'elle s'est mise au surf. Mais en réalité, elle semble accrochée à sa vie d'avant. Elle aurait d'ailleurs été aperçue au Applebee's, une sorte de fast-food, mais le lieu est abandonné. Alors que le soleil allait se coucher, les parents de Carol et Michael, leur infirmier, se posent, observant la beauté du monde, et puis se mettent à se galocher parce que c'est un trou. Alors ça peut paraître bizarre, et ça l'est, mais il y a une explication à tout ça et on en parlera plus tard. Carol prend la voiture et se remémore la fois où elle s'est bel et bien rendue au Applebee's. En fait, il semblerait qu'elle se contente de peu pour être heureuse. Elle n'est pas dans l'excès, pas superficielle, et refuse de faire comme tout le monde, de se plier aux règles de cette nouvelle société. Sinon, en cette période de trouble, les magasins, ou tout du moins certains, sont protégés par des militaires qui jouent le rôle de caissiers. Dans un monde sur le point de disparaître, le vol semble normal. Protéger la marchandise est donc nécessaire pour permettre à tout le monde d'y avoir accès. Mais alors qu'elle était en train de ranger ses courses, Jeannette, une amie, la croise, lui parlant de son voyage au Tibet et ô combien ça lui a changé la vie. Honnêtement, c'est une interaction plutôt ironique puisque c'est littéralement un stéréotype sur pattes. Les deux personnages sont tellement à l'opposé, c'est une dinguerie. Bref, Carol lui dit qu'elle ira au Tibet, mais c'est juste pour avoir la paix. Puis elle rentre chez elle, regardant son courrier rempli de cartes postales, mais aussi une lettre de sa banque. Cette lettre lui esquisse un sourire, mais il s'agit en réalité du PDG de celle-ci qui lui demande d'arrêter d'envoyer de l'argent. As the CEO of First National, I sacrificed everything for money. The pursuit made me so anxious about my future, I couldn't see the present. The most precious resource we have is time. Don't waste it on doubts and fears. Live your life, grab hold of it, and never let go. Life is a strange, beautiful mystery, and I pray that you find the peace within you to enjoy it. Suite à cette lettre, Carol décide de se rendre à une fête pour ne serait-ce qu'essayer de se conformer à ce que la société veut qu'elle soit. Mais c'en est trop pour elle, c'est juste renier qui elle est. Elle part donc se ressourcer sur un banc et un homme vient la voir. Lui c'est Eric, et il est quelque peu semblable à Carol. Et bon, disons que voilà, ça se fait plaisir. Mais en se réveillant, Eric a préparé le petit-déj et Carol ne se sent pas à sa place. Continuant sa routine, elle va nettoyer ses vêtements, mais croise un enfant étrange qui ne cesse de lui poser la même question. What are you doing here? Ouais, bizarre le mec. Sur le chemin du retour, elle tombe sur Eric et ils vont dans un grand restaurant abandonné pour un rencard digne de ce nom. Mais alors que la soirée devenait vraiment magnifique, Carol comprend qu'elle n'est qu'une sorte de bouche-trou pour lui afin d'oublier son ex. Ouais, c'est pas très glorieux. Elle décide alors de rompre et c'est Eric, il kiffe pas trop. Après tout ça, elle retourne chez ses parents pour trouver du soutien, mais ils vont faire une croisière et lui offrent une planche de surf. Planche de surf qu'elle donnera d'ailleurs plus tard à un surfeur, mais le monde semble se déformer et s'effondrer autour d'elle. Elle était en réalité en train de dormir sur le parking d'Applebee's. Et un soldat l'a réveillée, mais impossible de redémarrer. Elle prend donc le train, mais sur lequel elle croise une femme bien habillée. En la suivant, elle découvre un immense immeuble où des centaines de personnes semblent travailler. Mais pourquoi travailler lorsque l'argent n'a plus de valeur? On retrouve Eric en train de se saouler, son fils le retrouve à terre, dévasté. Ouais, cette scène est particulièrement dure. Mais Carol, pendant ce temps, s'apprête à vivre sa meilleure vie, puisqu'elle intègre cette entreprise et une nouvelle routine s'apprête à débuter. Au début, elle ne cessait de regarder le ciel, la ramenant à sa condition. Mais sa nouvelle vie, comme une illusion de normalité, efface peu à peu ses craintes. Par
Par contre là il y a un cocon qui bat, comme un cœur, qui commence à bouger. Cependant quelque chose ne va pas, les gens ne se parlent pas, comme des machines dénuées de toute émotion, et comme si ça suffisait pas, l'imprimante n'a plus d'encre. Et Carole doit sortir pour aller en trouver. Mais malgré ses efforts, elle ne trouve rien. Entre temps, elle est allée dans sa maison d'enfance, et ce qui est sûr, c'est que pour des sœurs, elles étaient loin d'être semblables. Carole semble surtout avoir profité du fait que sa sœur soit extravertie pour ne pas se retrouver seule, ce qui explique d'ailleurs pourquoi lorsqu'elle n'est plus avec elle, elle a du mal à être en phase avec les autres. Et ce qui explique aussi pourquoi ses soi-disant amis ne lui correspondent pas vraiment, puisque c'est avant tout ceux de sa sœur. Mais bref, toujours pas d'encre, et les papiers s'entassent sur son bureau. Et si c'était pas assez, sa période d'essai se finit aujourd'hui, et un entretien va bientôt avoir lieu. Ah oui, il y a ces deux mecs bien flippants aussi, qui lui ont donné accès à un flingue, pour je ne sais quelle raison. À la fin de sa journée, elle retourne faire le tour des magasins, mais toujours rien. Désespérée, elle se rend à la fête de l'ami qu'elle avait croisé sur le parking, et ce qui est sûr, c'est que ce lieu la met mal à l'aise. Mais durant le repas, tout le monde lui pose des questions, voulant savoir ce qu'elle fait de sa vie. Ah oui, il y a un moine qui a fait vœu de mutisme. Mais toutes ces questions l'embrouillent plus qu'autre chose, et elle décide d'aller s'isoler. En se baladant dans la maison, elle tombe sur une imprimante, avec pile l'encre qu'il lui fallait. Mais elle se fait surprendre, et on refuse de lui la donner. Elle sort donc son arme, et tout le monde panique. Carrément, même le moine il s'est mis à parler. Et c'est pas fini, puisque Steven, le fils d'Eric, est venu la voir pour lui demander de revenir avec son père. Depuis qu'elle l'a quitté, à la maison, c'est compliqué. Mais maintenant qu'elle a une arme, elle est déchaînée et s'enfuit. Sur le chemin, elle l'abandonne en le jetant par-dessus bord. Mais le lendemain, en arrivant au travail, elle remarque que l'imprimante est déjà remplie. Oui, elle vient de faire ça pour rien. Au moins plus de piles de papier. Et durant son entretien, elle devient officiellement assistante administrative pour on ne sait toujours pas quoi. Et en sortant du bâtiment, quelqu'un lui tient à la porte de l'ascenseur. Ah, et aussi il y avait un placard rempli d'encre au 43e étage. D'ailleurs, cette personne c'est Donna. Le cocon a aussi éclos, libérant un papillon. Comme si Carole pouvait enfin exprimer qui elle est. Le lendemain, on la retrouve en train de cuisiner un cake à la banane. Ouais, voilà, super intéressant. Plus sérieusement, arrive au travail, Donna semble adorer ce cake, mais malheureusement, ce n'était qu'un rêve. Par contre, là, elle passe son temps à la regarder, et c'est vraiment creepy, mais elle se retrouve en salle de pause, où Donna lui demande juste d'arrêter. En parallèle, les parents de Carole et leur infirmier, Michael, sont en pleine croisière, et le capitaine vient leur dire bonjour. 30 ans de service, le boug. Et justement, il a l'impression d'être passé à côté de sa vie. Oui, il a pu beaucoup voyager, mais il aurait voulu plus de stabilité, et un soir, il retrouve Michael sur le pont. Michael parle de sa relation avec les parents de Carole, quelque peu spéciale. En fait, ce qui l'attire chez eux, c'est leur bienveillance et leur gentillesse. Il ne regrette en aucun cas sa décision, puisque même s'il devrait avoir une déontologie, il ne veut pas mourir avec de regrets. Et ça, ça fait gamberger le capitaine, et après cette discussion, il s'enfuit. Pendant ce temps au bureau, les deux mecs bizarres demandent des volontaires pour travailler cette nuit. Et tout le monde lève la main. Donna et Carole font plus ample connaissance et parlent de ce qu'est cette société. Selon Donna, ça serait une sorte d'audit pour observer les comportements des travailleurs. Il semblerait aussi qu'il arrive plutôt souvent de devoir rester la nuit, mais ça n'a l'air de gêner personne, et il y a même une employée qui a mis feu aux ascenseurs parce qu'elle ne voulait pas rentrer chez elle. Bon, déjà c'est effrayant, mais ça montre surtout un besoin de rationalité et de cadrage dans un monde qui pète les plombs. Quand tout part en vrille, certains ont besoin de quelque chose à quoi se rattacher pour se rassurer et pour ne pas devenir fou. Sortir de cette entreprise, c'est devoir faire face à ce monde, faire face à la réalité, là où dans les bureaux le monde extérieur n'existe plus. Pendant une pause, Louis se joint à eux pour partager ses théories. Pour lui, ce lieu serait un purgatoire, un endroit où les hommes expient leurs péchés pour accéder au paradis. Et dans un premier temps, on serait tenté de dire que c'est n'importe quoi, mais en y réfléchissant, cet endroit est tellement lunaire, ça m'étonnerait même pas. Avant la fin de la journée, Louis vient montrer un étage un peu étrange de cet immeuble, un salon de bronzage. On apprend qu'il a fait le tour du monde, et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'à la fin du monde, il se retrouve derrière un bureau alors qu'il n'a jamais travaillé de sa vie. Donna, elle était esthéticienne et commence à remettre en question ses choix de vie. Elle a passé beaucoup de temps à travailler pour mettre en place son affaire, pour créer quelque chose dont elle est fière. Mais à quoi bon s'être démenée comme ça si à la fin un truc débarque et détruit tout? Elle a fait tant de sacrifices pour rien. Louis et Donna rentrent ensemble puisqu'ils sont voisins, et Carole rentre chez elle, heureuse. Elle a désormais de nouveaux amis, et c'était pas gagné. On retrouve Carole et Elena, sa sœur, qui partent en randonnée. Mais elle pose beaucoup trop de questions, et Carole se braque. Elena voulait partir avec sa sœur pour apprendre à la connaître. Elle est tellement refermée sur elle-même qu'au final même sa sœur ne connaît presque rien sur elle. I'm just trying to talk to you. No, you're not. You're playing with the camera. Yeah, because you won't talk to me. Why do you think I'm even interviewing you? Because you don't talk. I always have to pry it out of you, otherwise you won't tell me anything. You always put up a wall. You're the one behind the camera. Yeah,
Because we're going to die and I don't even know you. You've always been like this. It's like we're not even sisters. I never get to be part of your world. I mean, I had to drag you out to the middle of nowhere to try to get close to you. Do you have any idea how upsetting that is? Mais à la fin du voyage, elles finissent par se rapprocher et Carol se livre sur sa vie actuelle. I go to an empty office building and work. I'm an administrative assistant for an accounting department. I don't know how it works or why it's even there. Sometimes I think I'm making it all up, but I like it and it makes me happy. Oh, I love you, Carol. On retrouve Carol et toute la team au travail, mais elle se pose des questions au sujet des autres travailleurs et commence à prendre les dossiers des employés pour apprendre leur nom. En arrivant le lendemain, elle dit bonjour à tout le monde, qui sont d'ailleurs littéralement choc-barres, qu'elles connaissent leur prénom. Mais le soir même, un employé étrange ne bouge plus. Il n'a en réalité pas bougé de la journée. Et 24 heures plus tard, il s'effondre sur son bureau, épuisé. Enfin, ça c'est ce que j'aurais aimé pouvoir vous dire. Lui c'est David, et le travail semble avoir eu raison de lui. Carol se dirige donc vers Donna et Louis pour trouver une solution. Et en cherchant dans son dossier, ils trouvent une adresse. Ils mettent donc le corps dans le coffre et s'y dirigent. Mais en entrant, on apprend que sa famille n'en avait en réalité que faire de lui. Et sa femme le trompait aussi. Il n'était même pas au courant qu'il n'était plus à la maison. Nos protagonistes sortent donc de la maison et trouvent une autre adresse, son oncle. Mais en s'y rendant le lendemain, déjà il semblerait que le corps a un peu pourri, donc ça a pu dans la voiture. Mais le plus inquiétant, c'est que son oncle, il est mort. On n'a donc plus aucune piste. Enfin, peut-être que si en fait. En enquêtant, Carol découvre que pour lui, le travail était toute sa vie. Le lendemain, elle se rend donc au travail avec ses cendres et s'adresse à ses collègues. Elle va répandre les cendres sur le toit. Mais au moment venu, seuls Donna et Louis sont là. Enfin, pour le moment, puisque d'autres collègues arrivent au fur et à mesure. Une unité semble s'être mise en place au sein de ce service. Et tout le monde semble plus heureux. Carol, qui était jusque-là malheureuse, qui ne comprenait pas le monde qui l'entoure, a réussi à s'ouvrir et répandre le bonheur autour d'elle. Pour autant, Carol reste triste. C'est le week-end, donc pas de travail. Et au-delà de ça, elle reste seule. Donna, quant à elle, fait les courses. Enfin, si on peut appeler ça comme ça, puisque les magasins sont en libre service, comme l'argent n'a plus de réelle valeur. Aujourd'hui, c'est Noël et pas n'importe lequel, le dernier avant la fin du monde. Mais pendant le repas, Donna prend conscience des moments où elle n'a pas pu être aux côtés de sa famille, aux côtés de ses enfants. Elle se rend compte qu'il y a plein de choses qu'elle devrait connaître sur eux, mais son travail ayant pris beaucoup de place dans sa vie, ça lui a empêché de profiter comme elle l'aurait voulu. Et comme on l'a dit tout à l'heure, elle a cette impression que tous ses sacrifices n'ont servi à rien. Tout ce qu'elle a construit va être détruit et réduit en cendres par quelque chose qu'elle ne peut contrôler. Ses pensées viennent gâcher la fête, mais l'heure de la distribution des cadeaux a sonné. Et ses enfants lui ont offert un livre de photos. Avant de partir, ils lui disent d'ailleurs que même si elle a l'impression de ne pas avoir été suffisamment là, elle a fait ce qu'elle a pu. Et c'est le principal. Par contre, à côté, il y a Louis qui fête son anniversaire tout seul. Et honnêtement, c'est triste. En parallèle, Carol s'est mis une mine, mais un enfant vient frapper à sa porte. C'est celui qui était à la station de lavage. Et le gars pense que c'est Halloween. Carol décide donc d'aller le ramener chez ses parents, mais il continue d'aller frapper à toutes les portes. Il tombe sur ce mec, oui, il est chelou, posez pas de questions. Mais c'est pas parce qu'on est chelou qu'on peut pas être sympa. Et il vient aider Carol. Mais après plusieurs portes, il s'enfuit. Tout le monde se met à sa recherche pour finalement tomber sur une cabane dans les arbres, et après une discussion, il l'amène vers sa maison. Elle est remplie de bonbons. En fait, pour lui, Halloween c'est tous les jours, mais ce qui est triste, c'est qu'il n'a pas de parents. Donc le mec bizarre l'accueille avec sa famille. Alors c'est pas dit clairement, mais je pense qu'il y a de grandes chances que ses parents soient partis en apprenant la fin du monde, pour faire ce qu'ils avaient toujours rêvé. Mais malheureusement, leur fils n'en faisait pas partie. Bon, revenons sur quelque chose de plus joyeux. Enfin, oui et non, puisqu'un employé a été contraint de prendre 2 semaines de vacances. Et pour lui, c'est une torture. Carrément, il a fini par se déguiser pour pouvoir reprendre son taf. Mais sinon, on retrouve Louis, qui a perdu sa broche scarabée. Il paraît qu'il l'a portée tout le temps, mais en vrai, elle apparaît jamais avant. Notre équipe se rend donc aux objets trouvés, et c'est là qu'on découvre la vie de plein d'objets perdus. À vrai dire, il y en a très peu qui sont intéressants, donc je vais pas parler de tous les objets. Mais bon, à part un bonnet qui montre Louis s'éclater à faire du patinage artistique, on trouve une figurine un peu étrange, avec un mec qui joue avec des représentations de nos personnages. Mais pendant la recherche, on découvre les premiers moments de l'arrivée de la planète. Tout le monde est en panique, bon nombre de personnes quittent leur boulot, mais le patron reste à son poste, obnubilé par les chiffres, restant bloqué sur sa feuille et sa calculatrice. Mais un jour, une femme s'est présentée à l'immeuble, elle était désespérée, et au fur et à mesure du temps, de plus en plus de personnes ont repris le boulot jusqu'à aujourd'hui. Mais après une journée de recherche, toujours pas de signe de la broche. Enfin, peut-être que si en fait, puisqu'on retrouve le mec chelou avec ses figurines. Mais non, depuis le début, c'était juste lui qui jouait. Bon, c'est une théorie comme une autre, et honnêtement, je préfère croire que c'est pas
pas le cas. Pendant tout ça, Steven, le fils d'Eric, essaye de vivre sa vie comme il peut, avec un père qui se laisse dépérir. Mais un jour, c'en est trop, et il décide d'aller rejoindre sa mère. Eric ne comprend pas pourquoi, et insiste pour l'y emmener. À vrai dire, il n'a jamais réussi à oublier son ex, qui elle semble avoir refait sa vie après les avoir abandonnés. Ils prennent alors la voiture direction les chutes du Niagara, ne me demandez pas pourquoi, mais Eric essaye de recoller les morceaux avec son fils, et rien n'y fait. Ils finissent par s'endormir sur une aire d'autoroute, mais alors qu'Eric ronflait comme un camion, Steven décide de lire une lettre destinée à sa mère que son père lui avait demandé de donner. Dear Brooke, when I started writing this, I thought about all the things I could say to win you back. Like how I got really ripped and learned to fly a plane. But none of that is true. You're the smartest, kindest, and most beautiful woman I've ever known. And the truth is I haven't been the same without you. But really, that's not what this letter is about. Lately, I've been thinking about when you first told me you were pregnant. I remember feeling so panicked. I thought I was going to die. But then we found out it was a boy, and all that went away. Right then, I knew I wasn't only getting a son, but maybe a new best friend. So, when Steven told me he was leaving, I of course freaked out and said a bunch of dumb things like I usually do. Man, I've never felt so useless. Saying goodbye to him is going to torture me forever. My son is my only joy. He's my love, my pride, my bud. He's the only important thing I have, and I don't know how I'll live without him. We're about to get into the car now. Maybe I'll take a few detours and try and stretch this thing out, so don't get mad if we get there a little late. But whatever you do, please make sure you give him the best final months of his life. The kid deserves it. Love, Eric. Après tout ça, il se rue vers son père en larmes et lui avoue qu'en fait il ne sait pas où est sa mère et qu'il avait inventé tout ça pour le faire bouger et recoller les morceaux. Ils décident donc de continuer leur voyage. Pendant ce temps, le bateau de croisière est à la dérive puisque le capitaine a abandonné le navire, mais des pirates arrivent prenant en otage tous les passagers. Et comme l'argent ne vaut rien, ils veulent juste se poser et s'amuser sur le bateau tranquillement, sans touristes pour les embêter. Mais alors qu'une tempête touchait le bateau, une mutinerie a lieu et des pirates sont à deux doigts de tomber par-dessus bord. Mais avec l'aide des passagers, plus de peur que de mal. Sauf qu'une immense vague menace d'engloutir le bateau. Le chef des pirates prend alors les commandes et sauve tout le monde de justesse, ce qui leur permet d'atteindre le rivage. Et du coup les pirates partent en road trip. Alors que la journée venait de commencer, une femme regarde à travers une fenêtre puis se met à pleurer. Et cette tristesse semble être contagieuse puisqu'elle touche tous ses collègues. Les deux mecs bizarres sortent et on retrouve cette femme en train d'enquêter sur la crise d'hystérie spontanée. Il semblerait que tout ça soit lié à d'autres événements ayant touché le bureau au cours des derniers mois. Des bavardages près de la fontaine à eau, des éclats de rire, des tapes dans la main et parfois sur l'épaule. Tous ces événements sont liés à l'arrivée d'une personne, et je vous le donne en mille, c'est Carol. Et elle pourrait bien détruire tout ce qu'ils ont réussi à construire. Elle aurait une tendance à la rébellion. Ça a commencé lorsqu'elle a appris le nom de tous ses collègues, donnant ainsi un nom à un visage, créant de la familiarité. Ce n'est pas qu'un simple collègue, c'est une connaissance qui a la possibilité de se transformer en amitié. Tout ça a continué avec la mort de David et la cérémonie sur le toit. Puis elle a commencé à décorer son bureau, et les autres n'ont pas tardé à la suivre. Le professionnalisme que ce bureau incarnait avait disparu. Carol l'avait transformé, peut-être de manière irrévocable. Ses premières victimes étaient Donna et Louis, des travailleurs pourtant sérieux, puis elle a étendu son aura, organisant des événements par-ci par-là pour rapprocher ses collègues, devenus maintenant une équipe avec un sentiment d'appartenance. Ce n'étaient plus de simples collègues de travail, ils étaient devenus une famille. Mais la goutte qui a fait déborder le vase, c'est lorsqu'elle a décidé d'amener ses amis au Applebee's pour boire un coup ensemble. C'est rapidement devenu un rendez-vous, l'happy hour comme ils l'appellent, un moment où tous les collègues se rassemblent pour parler, rigoler et chanter. Mais à force d'enquêter, cette femme a découvert le lieu et elle y est entrée. Mais ce n'était pas un simple bar, il avait une âme, il était chaleureux. Rapidement elle s'est pris au jeu, au départ pour étoffer son enquête, puis elle a cédé. La crise d'hystérie n'était pas spontanée, mais déclenchée par les liens affectifs formés entre les membres du bureau. Là où ce lieu était un endroit sans vie, servant de distraction pour éviter de penser à ce qu'il se passe dehors, il a évolué. Désormais quand une employée regarde un collègue, elle voit Bruce, ou Casey, ou Amanda. Ce ne seront plus des collègues, mais des amis qu'elle sait qu'elle perdra bientôt pour toujours. These fits of emotion will only get worse as the months and weeks count down, setting the stage for the complete implosion of the distraction. Our seal against the sentimental chaos of the outside world has shattered. Our vital routine arrested. Kepler's song has breached these precious walls, and now not even the wail of the copier can drown it out. What follows is grief and madness. And it is without question that the blame for this lies at the very feet of one. Hi. Hi. Sorry, I was just wondering if you're coming to happy hour tonight? No, not tonight. Oh, okay. Well, we missed you the last couple weeks. Good night, Kathleen. What did you call me? Kathleen? That's your name, right? Well, see you tomorrow. Le rapport est fini et tout le monde se rend au Applebee's. Mais peut-être que la fin du monde est plus proche que ce que l'on pensait.
Et c'est comme ça que se finit cette série, et pas de saison 2 à l'horizon. Elle a en réalité été imaginée comme un one-shot, et je pense que c'est mieux comme ça. C'est une série qui parle avant tout d'humanité, de trouver sa place dans un monde qui ne nous en laisse pas, ou tout du moins c'est ce que l'on croit. Carol est en décalage avec la société, et ne cesse de se faire juger par tous ceux qu'elle croise, du fait de sa différence. Mais elle ne voudrait en aucun cas se changer, pour finir dans le moule que la société veut lui attribuer. Dans cette série, la fin du monde permet aux hommes de se libérer, de faire ce dont ils ont toujours rêvé. Alors la série ne le montre pas vraiment, mais dans le vrai monde, je pense que autant de liberté mènerait à la réapparition de vices qui auraient tendance à se développer assez rapidement. Mais la série préfère rester sur les points positifs, et je pense que c'est une bonne chose. Mais si elle parle de la fin du monde, elle en dit beaucoup de la société dans laquelle on vit. Une société de paraître, où le regard des autres et les attentes de la société dictent nos moindres faits et gestes. Toute notre vie semble comme déjà avoir été écrite, optimisée pour vivre en société. Mais vu comme ça, pas de place pour la passion, pas de place pour les rêves, pas de place pour devenir ce que l'on veut être. Nos sociétés sont basées sur la méritocratie, c'est-à-dire que l'on pourrait tout obtenir si l'on s'en donne les moyens, mais la vérité c'est que l'on n'est pas tous égaux dans cette méritocratie. Notre environnement social, économique et géographique nous contraignent. Mais alors, est-ce que ça veut dire que l'on doit abandonner nos rêves? Non, je pense pas. Carol n'était pas en accord avec le monde qui l'entoure, et pourtant elle a trouvé un endroit qui l'a rendue plus heureuse. Mais lorsqu'elle a compris que ce travail tournait autour de l'aliénation des travailleurs, c'est-à-dire qu'ils n'étaient que des pions pour réaliser un travail, qu'ils devenaient un objet interchangeable, et pire que sans même le savoir, ils étaient optimisés pour ne créer aucun lien social. Elle s'est rebellée en silence, transformant son environnement au départ austère en un lieu de partage et de conscience sociale. Ce n'est donc pas parce que ton environnement est contre toi que tu ne peux pas essayer de le changer pour accomplir ce que tu souhaites. Mais malheureusement, les rêves ne remplissent pas le frigo. Aller totalement à l'encontre de la société, c'est pas nécessairement une bonne chose. C'est s'enfermer dans ses propres idées, se retrouver seul aussi bien physiquement qu'intellectuellement. Et on le voit bien avec Carol, qui avant de trouver sa place, était seule, avec pour seule boussole ce qu'elle connaissait déjà. Mais elle a pu réellement évoluer quand elle a arrêté de fuir cette société, qui oui, ne lui convient pas, qui la méprisait, mais qui lui a finalement apporté une reconnaissance qu'elle n'aurait sûrement jamais eue en lui tournant le dos. Alors oui, peut-être que l'on peut se sentir en décalage avec celle-ci, mais vivre en société n'est pas un choix. C'est la façon dont l'homme a pu évoluer et devenir qui il est aujourd'hui. Notre société est imparfaite, comme nous. Alors j'aimerais vous dire, n'attendez pas la fin du monde avant de réaliser vos rêves. Voilà, j'adore faire ces petites réflexions. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'en débattre avec vous. Et puis vous, que feriez-vous si vous appreniez que la fin du monde approche? N'hésitez pas à aller regarder la série par vous-même, parce qu'il y a notamment un épisode dont je n'ai pas parlé, puisqu'il n'avait pas grande utilité pour comprendre l'histoire. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. N'hésitez pas aussi à me proposer des séries du même genre que je pourrais traiter en vidéo. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.